Bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 20 avril 2018. Tout de suite, le sommaire. Aliou Sall, le président de l'Association des maires du Sénégal, félicite les députés de la majorité pour l'adoption ce jeudi 19 avril de la loi sur le parrainage. Mieux, le patron de l'AMS invite l'opposition à accepter la main tendue du chef de l'État pour un dialogue constructif. Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a présidé ce jeudi 19 avril 2018 une rencontre d'information sur l'évolution du dossier du nouveau site devant abriter le mémorial du bateau Le Joola. C'était en présence de toutes parties prenantes au projet. Abdou Latif Coulibaly, le ministre de la Culture, reviendra sur l'importance de l'œuvre dans ce journal. La page des sports de Manfou Kouyaté, l'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue. Un véhicule saccagé, un autre brûlé. Cela s'est produit ce vendredi matin suite à la manifestation des élèves de la commune de Ziguinchor qui réclament la fin des perturbations notées ces derniers mois dans le système éducatif sénégalais. C'est un reportage de Sissa Okoli. Les élèves de la commune de Ziguinchor étaient encore dans la rue ce vendredi matin pour réclamer leurs professeurs dans les salles de classe. Les affrontements entre ces centaines de potaches et les forces de l'ordre qui étaient en tenue de combat ont même été notés à Lindiane, où les grévistes ont saccagé un véhicule de l'administration sénégalaise. Un autre véhicule appartenant toujours à l'administration sénégalaise a été cette fois-ci brûlé au quartier Koloban par les manifestants. Déterminés, ces élèves comptent poursuivre ces manifestations jusqu'à obtenir gain de cause. Ils menacent même de durcir le combat si l'État du Sénégal ne trouve pas des solutions de sortie de crise dans les plus brefs délais. A rappeler que depuis la dernière marche nationale des enseignants organisée à Ziguinchor le 12 avril dernier, la ville de Ziguinchor enregistre au quotidien des manifestations qui perturbent sa quiétude. Le président de l'Association des maires du Sénégal a magnifié l'adoption hier de la loi sur le parrainage par les députés de la majorité. Aliou Sall s'est prononcé sur la question à Ziguinchor au lendemain du vote de la loi. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Je suis très satisfait du vote de la loi qui généralise le parrainage, qui, je le rappelle, a toujours existé au Sénégal. Ce parrainage nous permet de rationaliser les candidatures aux différentes élections locales, législatives et présidentielles. Il n'est quand même pas concevable pour une démocratie aussi mûre que celle du Sénégal qu'on puisse se laisser aller dans des dérapages du genre une cinquantaine de candidatures comme ce qu'on a connu aux élections législatives. Je pense donc qu'au-delà des clivages et au-delà des préoccupations politiciennes qui peuvent se comprendre à quelques mois de l'élection présidentielle, on doit fonder notre analyse, fonder notre engagement sur le seul critère de l'intérêt national. Et de ce point de vue, il n'est pas possible de démontrer que cette loi est contraire aux intérêts du pays. Oh, je voudrais dire ici d'ailleurs que tous les arguments qui ont été brandis ça et là, c'est oui, nous sommes d'accord pour le parrainage, mais il n'y a pas eu de dialogue. Je rappelle aussi que le président de la République a appelé plusieurs fois l'opposition à dialoguer et qu'elle a refusé de dialoguer. Même hier soir, après le vote de la loi, le président de la République a réitéré son appel au dialogue. Le Sénégal est un pays de dialogue et on ne peut pas se passer de dialogue. Et celui qui dit « je ne parle pas au président de la République » adopte une attitude inqualifiable. D'abord de défi par rapport à la République et aux institutions républicaines, mais aussi de dédain par rapport aux Sénégalais. Parce que refuser le dialogue, c'est refuser de prendre en compte l'intérêt du pays. En tant que président de l'association des maires, je lance donc un appel à tous les acteurs politiques et à la société civile, vraiment d'être positifs, malgré la proximité des élections, d'être positif et de penser plus au Sénégal qu'aux carrières personnelles. L'université Hassan Sek de Ziguinchor a accueilli la 8e édition de la conférence sur la recherche en informatique et ses applications. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le 19 avril 2018 au sein de la dite université avec la participation de plusieurs enseignants, chercheurs et informaticiens. C'est un reportage de Mohamedou Salif Ndiaye.
Enseignants-chercheurs et autres sommités en informatique ont pris part à la 8e édition de la CNRIA autour d'un cadre de dialogue entre chercheurs pour la promotion de la recherche en informatique. Le président de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique nous parle des opportunités de cette conférence. Qui parle application, dit naissance de start-up, d'incubateurs. Et la recherche que nous faisons au niveau des universités amène la création de start-up qui répondent à la service à la communauté. Le levier, c'est que par rapport à chaque université que vous prenez, il y a des start-up qui vont être créées à leur tour. Autour de ces universités. Vous prenez l'université Assane Seck de Ziguinchor, il y a des gens qui vont travailler dans l'agroforesterie, dans l'élevage, dans l'agriculture de précision. Vous partez à Bambey, nous avons l'élevage. Vous partez au nord du Sénégal, il y a des start-up qui sont créés au niveau de la modélisation du fleuve, au niveau aussi des projets avec des agriculteurs. Vous partez au niveau de Bambey aussi, il y a des start-up qui travaillent par rapport à la modélisation du Magal de Touba, par rapport à ces flux. Donc vous voyez, donc ça incube, ça incorpore beaucoup de services au niveau de services à la communauté. Le chef du département informatique de l'université Assane Seck de Ziguinchor revient sur le rôle que joue son département. À l'université de Ziguinchor, de manière singulière et généralement au niveau de Ziguinchor, je pense que le département informatique peut en fait représenter le poumon qui va oxygéner toutes les organisations en concernant en fait les technologies informatiques. En tout cas, c'est la vocation de l'université et le département informatique doit jouer ce rôle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'informatique au niveau du Sénégal et particulièrement au niveau de Ziguinchor. Et c'est pourquoi en fait ce que nous faisons actuellement au niveau du département est intéressant. Nous avons ouvert un certain nombre de formations, un certain nombre d'académies de certification, de centres de certification qui vont faire de telle sorte que par rapport à l'enclavement, on n'ait plus besoin d'aller jusqu'à Dakar, en tout cas pour faire certaines formations ou en tout cas faire certaines certifications. La CNRIA, un événement scientifique majeur des enseignants, chercheurs et informaticiens sénégalais, est aujourd'hui une activité sous-régionale qui tend davantage à l'échelle internationale. L'IEF de Bignona 1 est convaincu que le cycle préscolaire est fondamental dans la formation des enfants. C'est pour cette raison qu'au cours d'une rencontre avec les acteurs de ce secteur, l'inspecteur Dior s'est basé sur la note d'orientation pour jeter les bases d'une amélioration du taux brut de préscolarisation. Issa Dior, IEF de Bignona 1, que je vous propose d'écouter au micro de Lamine Badiane. Depuis ma prise de service au mois de décembre, j'ai initié des séries de rencontres. Celle-ci en fait partie. Il nous fallait donc rencontrer les enseignants du préscolaire pour déjà une prise de contact, parce que c'est important que cette prise de contact-là se fasse. La rencontre donc nous a permis de revenir sur les orientations par rapport au pilotage pédagogique et nous sommes donc revenus sur l'importance de la lecture précoce, sur également l'importance des classes communautaires préscolaires parce que dans l'académie de Ziguinchor, comme nous avons eu à le dire, il y a un taux de préscolarisation qui dépasse les 50% au moment où le niveau national est à 17%, mais il faut maintenir ce cap-là et améliorer les TBS. Et dans ce processus d'amélioration-là, nous leur avons montré que l'orientation aujourd'hui, c'est vraiment les classes préscolaires communautaires où des agents pourraient être recrutés par les communes pour nous permettre d'améliorer les différents scores que nous avons déjà eus, qui sont de bons scores par rapport au taux brut de préscolarisation. L'école française François Rabelais a tenu un point de presse ce jeudi à l'occasion de sa journée porte ouverte. Cette initiative de l'administration de cette école vieille de 40 ans rentre dans le cadre d'une politique de vulgarisation des performances notées. Demba Kane, directeur de l'école française François Rabelais, que je vous propose d'écouter au micro de Sissa Okoli.
L'école, en termes de qualité, c'est par rapport à son enseignement, son enseignement de qualité et de rigueur. C'est aussi ses projets de classe, ses projets de zone et ses projets d'école. Et aussi, ce sont ses activités périscolaires et ses sorties pédagogiques. C'est des sorties pédagogiques qui permettent aux élèves d'être en contact avec leur environnement naturel et éventuellement aussi avec leur environnement culturel. Quant aux activités périscolaires, c'est des activités ludiques, c'est des activités éducatives qui rentrent dans la formation des enfants, dans leur épanouissement et dans leur développement. L'école française François Rabelais, elle est ouverte à toutes les nationalités. Elle est ouverte aux Sénégalais, aux Français et aux autres nationalités. Les perspectives, en fait, cette journée porte ouverte dans cette dynamique. Parce qu'on nous a taxé à chaque fois, nous on ne connaît pas votre école. Alors cette journée porte ouverte s'inscrit dans cette dynamique. C'est une façon de s'ouvrir à la population de la Casamance pour que les enfants sénégalais viennent davantage s'inscrire dans le programme français et acquérir éventuellement tout ce qui est diplôme et référence de l'éducation nationale française. Et depuis septembre dernier, le lycée il est ouvert. Et là, c'est la seconde. L'année prochaine aussi, nous allons ouvrir et la première et la terminale. Le nouveau site devant abriter le projet de construction du mémorial du bateau le Joola était à l'ordre du jour ce jeudi 19 avril 2018. Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a rencontré les parties prenantes du projet pour les informer de l'évolution du dossier. Abdou Latif Coulibaly, ministre de la Culture, que je vous propose d'écouter au micro de Sissa Okoli. Nous avons, la semaine dernière, transmis les documents qui nous permettent de mettre en place le marché définitivement et de permettre ainsi à l'entrepreneur de prendre possession des lieux pour pouvoir commencer le travail que nous avons engagé. Mais il y a eu un certain nombre de points d'attention qu'il fallait porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs qui sont autour du dossier pour qu'ensemble nous trouvions les solutions les meilleures. Je ne peux pas parler de conflit entre projets du gouvernement, mais à un moment donné, il y a nécessité de repréciser les choses pour que tout puisse se passer de la façon la plus harmonieuse possible. Avec l'appui du gouverneur de région, du préfet du département de Ziguinchor et l'ensemble des acteurs, parties prenantes à l'édification de ce mémorial de Joola, nous avons aujourd'hui écouté les uns et les autres pour définir une meilleure position qui nous permettrait, sur le nouveau site qui a été identifié, de mettre en place le mémorial du bateau le Joola. Il est vrai que nous avions bénéficié d'un terrain de 5 hectares qui se situait, il faut le dire, dans la mangrove. Les études techniques qui ont été en partie développées, qui ne sont pas finalisées, ont très rapidement montré que si on allait dans ces perspectives-là, on aurait pu se situer à des coûts exorbitants. Et ce n'est pas acceptable. Parce que le mémorial peut se faire dans les dimensions que nous avons définies, avec des montants d'argent beaucoup moins importants, si nous trouvons un site adéquat. L'association des parents de victimes du bateau le Joola, par la voix de son président Moussa Sissoko, a magnifié cette rencontre avec le ministre. La réalisation de ce mémorial, le Joola, permettra aux parents de victimes d'avoir un lieu pour prier à la mémoire des disparus de ce naufrage, selon ce dernier qui réclame toutefois un édifice qui va avec la durée. Moussa Sissoko, que je vous propose d'écouter au micro de Sissa Okoli. Nous insistons sur le mémorial parce que simplement, nous estimons que c'est pour lutter non seulement contre l'oubli, mais c'est pour aussi rendre éternelle la mémoire des victimes. Parce que c'est important. Ceux qui sont partis ont beaucoup plus besoin de présence et de prière. Et je crois que lieu n'est pas mieux indiqué qu'au bord de la mer pour ériger le mémorial. Ça va permettre également aux visiteurs et ceux qui prennent le bateau arriver au niveau du mémorial, de voir ce qui est dû à leur inconscience collective, pour dire que voilà ce qui est arrivé, nous sommes tous responsables
Donc nous devons faire attention par rapport à tout ce qui pourrait mettre en danger la vie de l'homme. Donc ça joue par rapport à une certaine conscientisation pour que véritablement plus jamais cela. Et aujourd'hui nous sommes réjouis par le discours du ministre, qui est un discours très responsable, un discours rassurant, et aussi nous voyons à travers son discours que véritablement l'État est disposé et prêt à aller très rapidement vers la réalisation de ce mémorial. Oui, je crois qu'un mémorial nécessite une technicité extrême. On ne prend pas n'importe qui. C'est pourquoi quand l'entreprise Eiffage a été choisie, nous avons salué ce choix, parce que nous estimons qu'ils ont la technicité, ils ont l'expérience. Donc vouloir prendre quelqu'un qui n'a aucune expérience en la matière, ça pose problème. Mais je crois que par rapport à la construction du bâtiment, bien évidemment, il y a des entrepreneurs qui sont là, et là il est tout à fait normal de penser à cette main-d'œuvre locale. Mais nous voulons une main-d'œuvre véritablement qualifiée et sophistiquée, parce que nous ne voulons pas également qu'on nous mette 4 murs et que demain, voilà, tout s'effondre. Nous voulons véritablement qu'on ait un édifice qui va avec la durée. La page sportive avec Mafou Kouyaté. Nous démarrons cette page sport par le championnat national populaire Nawetan qui poursuit son chemin. L'ODCAV du Renouveau jouera sa finale de la Coupe du Maire ce samedi 21 avril 2018 au stade Aline Sitoé Diatta. En cadet, à 18h, Aline Sitoé Diatta jouera contre Guigui. Et en senior, à partir de 20h, Baneto fera face à Ajax. En championnat de Ligue 1 sénégalaise, la Ligue 1 sénégalaise va jouer sa 22e journée ce week-end. 2 matchs sont prévus ce samedi. Mbour Petite Côte reçoit la Linguère à partir de 17h à Louga. Le club de Diourbel Sonacos, deuxième du championnat, rend visite à Ndiambour. Le championnat va se poursuivre le dimanche. Dimanche 22 avril 2018, comptant pour la 22e journée de Ligue 1, au stade Léopold Sédar Senghor, à 16h, Dakar Sacré-Cœur jouera contre Djambar. À 18h, Union Sportive de Ouakam jouera contre Diaraf. Au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, le dimanche à 17h, Casa Sport reçoit Guédiawaye FC. Au stade Amadou Barry à 17h, Teungueth FC contre Génération Foot. Au stade Alassane Djigo à 18h, Douane contre Niary Tally. L'équipe nationale du Sénégal a de grandes chances à se qualifier pour le second tour du Mondial 2018 du 14 juin au 15 juillet, estime Saher Seck, premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a tout ce qu'il faut pour parvenir à ce résultat, a indiqué M. Seck, qui s'entretenait avec des journalistes africains. À l'international, en France, dans sa dernière liste, Didier Deschamps avait retenu 8 joueurs de Ligue 1, 6 de Premier League, 7 de Liga, 2 de Bundesliga et 1 de Série A. Mais si l'équipe de France n'était composée que de joueurs évoluant dans un seul de ces championnats à la fois, pourrait-elle rester compétitive? C'est évident en Ligue 1 que le vivier de potentiels internationaux tricolores est le plus riche. Et logiquement, une équipe de France 100% Ligue 1, composée essentiellement de joueurs de l'Olympique de Marseille, de Paris Saint-Germain et de Monaco, aurait fière allure. Rien qu'au poste de gardien, Steve Mandanda, Benoît Costil, Alphonse Areola et Stéphane Ruffier ont déjà été convoqués chez les Bleus. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive de ce journal. L'actualité internationale avec Sissa Okoli. Le roi du Swaziland, dernier monarque absolu d'Afrique, a annoncé que son pays changeait de nom pour s'appeler Eswatini. Une décision rendue publique jeudi à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de ce petit pays d'Afrique australe. Je voudrais annoncer que le Swaziland va reprendre son nom d'origine, a déclaré le roi Mswati III à Manzani, la deuxième ville du pays. À leur indépendance, tous les pays africains ont repris leur ancien nom, celui d'avant la colonisation, a-t-il dit devant un stade bondé. Le Swaziland est le seul pays à avoir conservé son nom de l'époque coloniale. Donc à partir de maintenant, le pays s'appellerait officiellement le royaume d'Eswatini, a-t-il ajouté. Eswatini signifie le pays des Swazis en langue swati. Le nom Swaziland est un mélange des langues swati et anglaise. Ancien protectorat britannique, ce petit pays montagneux enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique a accédé à l'indépendance en
1968. Macron, président des riches, Macron l'arrogant, Macron le valet des patrons, etc. C'est ce qu'on peut lire sur les banderoles, autocollants, les pancartes, des tags, hués par la foule ou hurlés par les représentants syndicaux. Le nom du président a été ciblé jeudi 19 avril à travers la France. Cheminots, personnel hospitalier, postiers, fonctionnaires, étudiants, ils étaient entre 120 000 selon le ministère de l'Intérieur et 300 000 selon la CGT à défiler dans l'Hexagone. À l'appel des syndicats, la CGT est solidaire qui espérait une convergence de lutte pour s'opposer au chef d'État. La justice américaine a condamné l'ancien chef rebelle Mohamed Diabaté à 30 ans de prison. Jungle Diaba, son surnom pendant la guerre civile, a été reconnu coupable d'avoir menti aux autorités pour obtenir l'asile. C'est sur le chef d'inculpation de parjure et fraude aux autorités américaines que Mohamed Diabaté, aujourd'hui âgé de 51 ans, père de famille et chef d'entreprise, avait été arrêté en avril 2016 alors qu'il réside à Philadelphia. En réalité, ce n'est pas le mensonge mais bel et bien les crimes qu'il a commis en tant que commandant d'une des factions rebelles pendant la guerre civile qui ont été au cœur de ce procès. Nous restons toujours avec Sissa Okoli pour la revue de presse. Bienvenue. Le vote d'hier de la loi sur le parrainage des candidatures à la présidentielle par l'Assemblée nationale avec 120 voix pour est largement commenté par les quotidiens sénégalais paru vendredi. Pour Sud Quotidien, la majorité impose sa loi et que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a validé un vote sans débat, poussant les députés de l'opposition à bouder l'hémicycle. Le journal précise que le pourcentage des parrainages est ramené à 0,8% de l'électorat. Depuis Paris, Macky Sall approuve le vote, renseigne ce journal. Moustapha Niasse valide un vote sans débat. Les députés de l'opposition boudent l'hémicycle. 120 députés votent le parrainage, détaille le journal du groupe Sud Communication sur sa page de titre. Pour l'AS, il s'est agi hier d'un vote dans la douleur, avec de chaudes empoignades entre majorité et opposition parlementaire. Guérilla, dans certains quartiers de Dakar, la police gaze les manifestants. Idi Gakou Tchernobokoum arrêté, rapporte l'AS quotidien. Macky Sall jubile à en croire l'AS. Une minorité a voulu imposer sa loi à la majorité, note toujours l'AS qui cite cette fois-ci le chef de l'État, ce qui fait dire à enquête un passage au forceps. Mais le journal indique que le taux de parrainage est désormais fixé sur la fourchette de 0,8% au minimum et 1% au maximum. Le quotidien ajoute la loi sur le parrainage votée sans débat. Ce journal ajoute toujours sur sa page de titre l'opposition boycotte le vote. L'amendement Aïmirou Nying fixe une fourchette de 0,8% à 1%. Ce journal signale également sur sa page de titre que plusieurs leaders de l'opposition ont été arrêtés lors des manifestations. Meurtre de Serigne Fallou, le présumé tueur serait son voisin, renseigne l'AS quotidien, qui note toujours sur sa page de titre que les parents de Serigne Fallou Diop, la plus jeune victime de 2 ans et demi des 3 enfants tués entre février et mars 2018, vont se consoler de savoir qu'un présumé meurtrier a été déféré devant le procureur hier. D'après mon confrère de l'AS, c'est un certain Souleymane Doy, voisin de la famille. Dans le cadre des investigations, un des voisins de la famille, convoqué par les hommes du commissaire Sanou Diouf de Rufisque, qui avait ouvert une enquête suite au meurtre, a fourni au cours de son interrogatoire suffisamment d'indices graves et concordants qui ont motivé sa conduite devant le maître des poursuites hier, jeudi 19 avril. Bonne lecture. La revue de presse met fin à cette édition. L'information continue sur www.gms.sn. Au revoir.